Bonjour, c'est Clémentine Spiller et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ce jeudi 13 novembre 2025 marquera les 10 ans des attentats de Paris et Saint-Denis, le 13 novembre 2015. 10 ans que le Stade de France, la salle de concert du Bataclan et les terrasses de plusieurs cafés de la capitale ont été attaqués par un commando djihadiste faisant 132 morts, dont 90 dans la salle de concert du 11e arrondissement. Alors que Paris et la France entière s'apprêtent à se recueillir, nous avons voulu, dans Code Source, tendre le micro à un survivant. Arthur Desnouveaux a aujourd'hui 39 ans, il était présent au Bataclan le 13 novembre et a réussi à échapper à la tuerie. Retour sur sa reconstruction, son rôle de président de l'association de victimes Life for Paris et son rapport à la mémoire des attentats, au micro de notre reporter Barbara Gouy. Je rencontre Arthur Desnouveaux dans les locaux du Parisien à Paris. Il vient sur sa pause déjeuner entre deux rendez-vous pour me raconter son histoire. Arthur est né le 18 janvier 1986. Il a grandi dans un appartement dans le 16e arrondissement de Paris avec une grande sœur et un grand frère. Son père travaille à la Banque de France et sa mère est au foyer. Il me dit qu'il a eu une enfance heureuse et d'aussi loin qu'il se souvienne, il a toujours aimé la musique. J'ai vraiment commencé à m'acheter des CD, je devais avoir 12 ans et ça m'a jamais quitté. J'ai découvert les concerts un peu plus tard, vers 16-17 ans. Et acheter de la musique et en écouter et aller à des concerts, ça fait partie de ma vie et ça en fait toujours partie. Arthur a une autre passion au lycée, les mathématiques. Après avoir fait une prépa, il entre dans la prestigieuse école d'ingénieurs polytechnique en mathématiques appliquées. Mais sa passion pour la musique ne le quitte pas, et à cette période, à 19 ans, il s'achète une guitare. J'apprends tout seul, c'était sympa jusqu'à un certain point, et puis ensuite il a fallu que je prenne un prof pour quand même surtout comprendre comment est-ce que ça se travaillait, qui est pas si évident. Donc j'ai pris des cours quand j'avais 25 ans, j'ai dû prendre 2-3 ans de cours, ce qui m'a permis quand même de franchir un cap. Arthur a un avenir tout tracé. Il devient trader pour la Société Générale, il rencontre sa femme, avec qui il se marie en juin 2014, tout se passe bien pour lui. En janvier 2015, au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, il est en voyage de noces avec sa femme au Costa Rica. J'ai raté les marches républicaines avec tout ça. J'avais croisé Luz pas longtemps avant parce qu'il sortait une BD sur le rock. Et donc j'étais allé le rencontrer et tout. Donc voir qu'il n'était pas parmi les victimes mais qu'il aurait dû y être et ainsi de suite, ça avait quand même un côté hyper proche. Arthur est un grand fan de rock. Il va très souvent en concert et il prend des places pour aller voir le groupe Eagles of Death Metal le 13 novembre 2015 au Bataclan. J'aime beaucoup Eagles of Death Metal, je les avais déjà vus, je les avais d'ailleurs déjà vus au Bataclan, parce qu'ils avaient déjà joué dans la même salle. Ça fait partie des groupes qui en tout cas j'avais toujours plaisir à aller voir, et c'est assez rare, mais pour le coup je les avais ratés à leur précédent passage à Paris, parce que j'étais en vacances. Donc là j'étais d'autant plus excité à l'idée d'aller à leur concert, je les avais pas vus sur la tournée de cet album-là. Arthur décide d'y aller tout seul. J'allais à tellement de concerts que en fait, ma femme me suivait quand même pas à tous. Donc celui-là, je lui ai proposé et elle l'a pas fait. Et surtout, moi, j'étais sûr de croiser plein de gens que je connaissais. Parce qu'en fait, la petite sous-culture rock à Paris, et en plus ce rock-là qui est particulier, qui vient du désert californien, on croise un peu toujours les mêmes têtes. C'est des salles de 1500 personnes. Donc je savais que je croiserais des gens que je connaissais. Je savais que j'avais des copains qui venaient d'Angleterre. Donc j'y vais tout seul en sachant que je serais pas seul, en fait. 1500 personnes sont venues assister au concert. Arthur y retrouve ses amis anglais dans la fosse après la première partie. J'ai salué un bon paquet de personnes avant d'aller me prendre ma bière. Et de manière amusante, dans les dizaines et dizaines de concerts que j'ai pu faire jusqu'à cette époque-là, c'était un peu avant l'époque où tout le monde avait des smartphones qui faisaient des photos bien, je n'ai aucune photo de moi, je n'ai jamais pris de photo. Et ce soir-là, mes copains anglais disent « Ah bah tiens, on va faire une photo ». Et donc ça fait partie des rares concerts où j'ai une photo de moi dans la fosse. Le début du concert se déroule normalement. Mais tout à coup, Arthur entend un bruit.
Quand on a fait beaucoup de concerts, on a aussi vécu beaucoup de trucs bizarres à des concerts. Donc déjà, il y a des groupes qui font de la pyrotechnie. Il peut y avoir des bruits de pétards ou des trucs comme ça. C'est pas le genre du groupe et c'est pas dans des salles de cette taille-là que ça arrive. Ensuite, il peut y avoir du matériel qui casse. Moi, j'ai déjà entendu des enceintes craquer, des amplis pétés et tout. Ça pouvait ressembler à ça. Et donc, quand j'entends cette espèce de bruit de pétarade, je regarde vers la direction du son. Et là, en fait, je me rends compte que c'est un bruit d'arme automatique. Et je vois des flammes qui sortent. Donc je comprends qu'il y a des gens qui sont en train de tirer à l'arme automatique dans la salle. Peu après 21h45, 3 djihadistes sont entrés dans la salle et ont tiré dans la foule. À ce moment-là, je me dis qu'il faut que je me mette au sol. Mais avant d'avoir eu le temps de le faire, en fait, il y a un mouvement de foule avec un énorme cri qui me met au sol lui-même. Et donc je me retrouve à écraser des gens et à me faire écraser par d'autres gens. Et là, en fait, il y a une partie de mon cerveau dont j'ignorais complètement l'existence qui prend le pouvoir, qui dit qu'il faut pas se relever, mais qu'il faut quand même se barrer. Et comme je connais bien la salle, et je sais qu'il y a une sortie de secours en contrebas de la scène, derrière les barrières du premier rang de la fosse, en fait. Et donc je me dis qu'il faut ramper jusque-là. Et puis d'avoir en revanche rampé patiemment, là où il y en a beaucoup qui se sont relevés, qui ont essayé de courir, et dont certains se sont pris des balles. Moi, j'ai patiemment rampé jusque-là, attendu que le goulot d'étranglement se vide. Et j'ai réussi à ramper jusqu'à la sortie de secours, qui m'amène donc dans le petit passage Saint-Amelot, qui est juste à côté du Bataclan. Quand il arrive à sortir, Arthur ne comprend toujours pas bien ce qui vient de se passer. D'autres personnes ont réussi à s'enfuir au même endroit. La police n'est pas encore arrivée, il y a beaucoup de bruit, et Arthur entend encore les tirs qui continuent à l'intérieur. Il est difficile de communiquer entre eux. Et moi, en regardant autour de moi, je vois qu'il y a le batteur du groupe qui est là et qui a l'air encore plus paumé que nous tous. Comme je parle anglais, je me dis, je vais quand même aller lui dire un mot. Grosso modo, il me demande ce qui se passe et moi, je lui dis, mais attends, moi, je suis parisien, t'inquiète, je pense que je peux t'emmener en sécurité, viens avec moi. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'il devait être à côté, mais je les avais pas vus. Il y avait aussi le chanteur du groupe, sa petite amie et un des guitaristes qui était là. Et donc, je leur dis à tous les quatre, suivez-moi, on va partir. Et donc on se met à courir passage Saint-Amelot tous ensemble. On tourne à gauche, on passe devant des bars, on essaye de dire aux gens barrez-vous, il y a un attentat. Et on court jusqu'au boulevard Beaumarchais, où là j'arrive à arrêter un taxi et je leur donne 50 € et je les mets dedans tous les quatre en disant au taxi de les emmener au 36 quai des Orfèvres. Et moi, je me retrouve comme un idiot, tout seul sur mon trottoir, à me dire mais en fait pourquoi je suis pas rentré dans le taxi ? Et donc j'attends 2-3 minutes vraiment comme un imbécile jusqu'à ce que le taxi d'après arrive. Et là, moi je rentre dedans, je lui demande de faire demi-tour et je récupère quelqu'un qui a du sang plein son t-shirt, dont je me dis qu'il doit venir du concert. On fera ce trajet-là côte à côte tous les deux, je l'ai jamais revu, j'ai jamais su qui c'était. Et à ce moment-là, j'essaye de prévenir ma famille et de savoir où est ma femme. Je sais qu'elle est à un dîner chez des copains pour aller la chercher. Pareil, quoi, j'arrive à envoyer des SMS qui en fait sont complètement incompréhensibles. Et donc ma femme comprend que j'ai dû être blessé dans un attentat, machin. J'arrive à aller chercher ma femme en taxi, on rentre chez nous et en fait, moi je suis comme tous les Français la fin de la prise d'otage et l'assaut depuis chez moi. Pas à la télé parce que j'en avais pas, mais sur les lives de je sais pas quel journal en ligne. Les terroristes ont fait des attaques coordonnées. Au même moment que l'attaque au Bataclan, 3 terroristes se sont fait exploser aux abords du Stade de France et d'autres ont fusillé des personnes en terrasse à Paris. Au total, 130 personnes ont été tuées, dont 90 personnes au Bataclan. Mais Arthur est sain et sauf. Il n'est pas blessé et il s'est enfui avant même que la police arrive. Il va témoigner au poste de police le lundi avant de retourner travailler. Ma petite acte de résistance, c'était de me dire je vais aller au boulot le lundi. Et donc je prends mon métro et mon RER pour aller à la Défense. Et évidemment, je fais ma première crise de panique. Donc je sais pas vraiment que c'est une crise de panique. Mais grosso modo, à un moment dans le RER, je pense qu'on est menacé. Donc je suis obligé de sortir sur le quai. Et donc en fait, j'arrive au travail. Et la première chose que je fais, c'est d'aller à la médecine du travail. Je travaillais dans une grande banque de la Défense. Je m'assieds dans le couloir. Il y a un type devant moi. Il passe. Ensuite, je rencontre la médecin. Et la médecin me dit « Mon fils était au Bataclan, s'en est sorti aussi. Puis vous voyez le type dans le couloir avant vous, il y était aussi. » Et c'est là aussi qu'on prend un peu la mesure de l'ampleur de ce qui nous est arrivé, quoi. Et donc en fait, je suis retourné travailler ces premiers jours-là avec une surveillance médicale renforcée. Et on commence à percevoir quelques trucs, quoi. Les gens viennent vous poser des questions, on voit qu'il y en a qui osent pas. Ceux qui osent vous regardent un peu comme si vous étiez abîmé. Et en fait, je tiens 3 jours et demi jusqu'à ce que la photo que j'ai prise dans la fosse avec mes copains anglais se retrouve en une d'un tabloïd. Et là, je sais pas, ça m'a vraiment fait dégoupiller. Arthur va voir son médecin qui lui prescrit un arrêt maladie de 10 jours.
Il en profite pour aller se reposer chez ses parents avec sa femme. Et en fait, j'en rentre pour venir à la cérémonie d'hommage aux Invalides du 27 novembre. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin. Pour la première fois, ils lisent tous les noms par ordre alphabétique des victimes. Et je peux vous dire que quand ils passent l'endroit où il aurait dû y avoir des nouveaux, il y a un truc qui se fait, on se dit mais je suis pas mort. À offrir en prière. Début décembre, moins d'1 mois après l'attentat, Arthur retourne en concert avec un ami. Il avait déjà pris ses places. Le concert s'est très bien passé. C'était dans un lieu un peu bizarre, une église désaffectée. C'était un petit concert. Et en revanche, on faisait la queue dans la rue. Et alors là, quand il y avait une voiture ou une moto qui passait en pétaradant, c'était difficile. Le concert en lui-même, ça allait. J'avais repéré où était la sortie de secours. Et voilà, et donc ça allait. Arthur se rend tout de même compte qu'il ne va pas très bien et il a du mal à dormir. Il retourne donc voir sa médecin qui lui prescrit des anxiolytiques et lui conseille d'aller voir un psychologue. Sa thérapie se passe tout de suite très bien. Arthur rencontre aussi d'autres victimes. Et en fait, assez vite, il y a une fille qui s'appelle Maureen Roussel qui poste un message en disant « Écoutez, on a une chance dans notre malheur parce qu'on est hyper nombreux. Donc il faut qu'on se regroupe et je vais appeler ça Life for Paris. » Et donc elle crée un groupe Facebook, Life for Paris, où on se retrouve à très vite plusieurs centaines de victimes pour échanger sur nos expériences, échanger à la fois sur ce soir-là, mais aussi déjà sur ce qu'on fait après. Et à ce moment-là, moi, un peu comme quand je suis allé voir le batteur du Girls of Death Metal, je lève la main en disant « Moi, je parle anglais. Donc s'il y a des victimes anglaises et qu'elles ont besoin d'être accueillies, eh ben, je peux le faire. » Très vite, j'ai parlé à plein de victimes, en fait. À travers ce groupe, les victimes du 13 novembre se retrouvent régulièrement. Il y avait des propositions, j'allais dire tous les soirs ou quasiment. Je pense que j'y allais une fois toutes les 2 semaines, peut-être. À chaque fois qu'on se rassemblait, c'était dans un bar. Pour justement dire, on est tombé de cheval, il faut remonter tout de suite. Et donc on faisait pas de réunion d'appartement, on faisait pas ça dans des locaux d'assos ou je ne sais quoi. On allait dans des bars. On appelait ça des apérothérapies. En septembre 2016, Arthur va mieux. Il arrête sa thérapie, 9 mois après l'avoir commencé, parce qu'il sent qu'il a fait le travail nécessaire sur lui-même pour avancer. À ce moment-là, il quitte son poste de trader à la Société Générale fin août 2016. Avant de reprendre le travail, il part en voyage avec sa femme pendant 2 mois, 1 mois en Nouvelle-Zélande et 1 mois au Costa Rica. Il pensait pouvoir échapper à ce qu'il se passait en France en partant aussi loin. Et on va dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande, dans des coins où il n'y a vraiment pas de touristes. Et donc un soir, grosso modo, il n'y a qu'un bar à peut-être 100 km à la ronde. Et donc on y va et on se retrouve, c'est vraiment des coins où il n'y a que des chasseurs, quoi. Et il y a un type 65 ans qui nous parle, qui nous dit « Ah bon, bah, vous venez d'où, machin ?» quoi. Donc on entame la conversation, très sympa. Et dès qu'on lui dit la France, premier truc que le mec dit, c'est « Putain, vous avez vraiment des problèmes. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Bataclan ?» Et là, je pense qu'on s'est tout de suite dit mais en fait ce truc-là va nous poursuivre toujours juste parce que c'est un événement qui a une portée mondiale et historique. Et donc évidemment je ne dis pas au type que j'y étais. C'est marrant, cette ombre portée là jusqu'au fin fond de la Nouvelle-Zélande. En rentrant de ce voyage, Arthur s'associe avec d'autres personnes de son secteur pour lancer une entreprise à son compte. À ce moment-là, Arthur devient aussi vice-président de l'association Life for Paris. Je suis devenu vice-président sur un malentendu en 2016 parce qu'il fallait qu'on fasse un discours, le premier vrai discours de victimes du 13 devant tout le gouvernement, le président et ainsi de suite. Et la présidente de l'époque avait une idée géniale qui était de dire à tous les adhérents « Donnez-nous une phrase ». Sauf que ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on avait des Espagnols, des Allemands, des Anglais, des Italiens, et que donc le discours allait être dans 4 langues. Et donc ils me disent « Bah toi, t'arrives à baragouiner à peu près tous ces trucs-là ?» Oui. Bon, bah si tu fais un discours devant le président, il faut quand même que t'aies un titre un peu claquant, donc on va te mettre vice-président. Et en fait, on arrive en septembre 2017 et tous ceux qui ont le plus travaillé pour l'assaut à ce moment-là en peuvent plus. Plein de raisons, je pense qu'il y a celles qu'on comprenait, il y a celles qui étaient... Mais toujours est-il qu'ils décident de partir. Et donc moi, je suis vice-président, on a le quorum minimum d'administrateurs, et donc en fait, ça me force à devenir président. Je refuse plusieurs fois, mais grosso modo, il n'y a personne d'autre et il n'y a pas d'autre alternative. Et donc je suis devenu président en septembre 2017, vraiment contre ma volonté. Arthur est déjà bien occupé entre son travail et l'association Life for Paris. Mais en 2019, Arthur devient papa d'une petite Céleste. Ce qui est beau avec les enfants, c'est qu'ils vous aspirent dans leur monde. Un enfant qui vous réveille la nuit, vous lui dites pas « papa a un truc important demain », non. Juste vous vous occupez de lui. Un enfant malade, vous vous occupez de lui. Un enfant qui a envie de jouer, vous jouez avec lui. Et ça, c'était top. C'était aussi une manière de se reconnecter, je pense, avec juste être là, bien présent. Et non, c'était génial.
Fin 2020, Arthur décide de changer de travail et il revend les parts qu'il détient dans son entreprise. Je voulais un travail moins égoïste. Je voulais aller faire quelque chose dans un grand groupe, avec des valeurs, et ainsi de suite. Donc je suis allé dans un grand groupe mutualiste. Parce que être président d'une asso de victimes, bénévolement, et avoir un travail dont le seul but était de gagner le plus d'argent possible, devenait un peu irréconciliable quand même. Le 8 septembre 2021, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre devant la cour d'assises spéciale de Paris. Les jours et les mois précédents, Arthur minimisait l'ampleur de ce procès. Mais quand il débute, et qu'Arthur voit le nombre de journalistes présents, il comprend. C'est un procès historique qui s'est ouvert ce mercredi à Paris. Procès d'une ampleur tout à fait inédite qui s'est ouvert il y a quelques 6 ans après, le procès de ces tueries vient de s'ouvrir il y a 30 minutes. Son combat à ce moment-là, c'est de faire en sorte qu'on ne retienne pas que la parole des terroristes. Il va presque tous les jours au procès et un jour vient son tour de témoigner à la barre. À ce moment-là, vous êtes obligé de donner une partie de vous-même. Et c'est pareil, on n'en mesure pas complètement les effets. Mais en fait, le procès m'a fait basculer dans une autre réalité, dans un autre poids médiatique, dans le fait de devenir une personne publique. Et puis j'ai dû concilier ça avec toutes les émotions internes que ça faisait naître d'être dans la même salle que les terroristes, de devoir témoigner. C'était la première fois que ça m'embêtait vraiment le 13 novembre. Enfin, je veux dire, j'ai toujours détesté le 13 novembre. Mais c'était la première fois que ça suscitait un ennui profond en moi. Vous faites des après-midi au procès complètement inutiles, où vous vous dites, mais c'est moi qui m'impose ça en fait. Personne m'a obligé. Si je viens pas, la justice suivra son cours. Ça m'a aussi aidé à comprendre que le processus n'était pas fini et qu'il allait falloir se projeter dans l'après. À l'approche du verdict, Arthur est serein. Le 29 juin 2022, après plus de 10 mois d'audience, la cour d'assises reconnaît coupables 19 des 20 accusés de tous les chefs d'accusation retenus contre eux. Même si le procès est passé, Arthur comprend qu'il ne peut pas tout mettre derrière lui. Surtout qu'en mai 2024, près de 2 ans plus tard, son ami Fred se suicide. Le suicide de Fred, ça a été un vrai coup de poing dans le ventre. Déjà, le hasard fait qu'on s'est retrouvés à 30 à un concert 3-4 jours avant où était Fred. C'est ce que vous diront beaucoup d'amis de suicidés, on n'a rien vu venir. La deuxième, c'est que Fred, il avait écrit des BD magnifiques. Enfin, magnifiques. Horriblement durs, hein, mais très bien faites. Et il avait, vu de l'extérieur, il envoyait tous les signaux de quelqu'un qui arrivait à tenir le drame à distance. Et qui avait certes des difficultés comme nous tous, mais qui arrivait à les sortir. Et en fait, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Parce que moi, ça arrive que j'aide des gens de ces mois à trouver une place en hôpital psychiatrique et tout, et je m'inquiète beaucoup pour eux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces gens-là ont quand même un mécanisme de lever la main et de dire que ça va pas, qui les protège sûrement de la mort. Là où quelqu'un comme Fred, le stress post-traumatique peut le rattraper brusquement et le tuer. Ça a été la première chose. La deuxième, c'est que quand il est mort, il y a eu une vague d'hommages dans les médias, qui était très touchant, mais où j'ai ressenti un truc que j'avais peut-être jamais voulu voir, qui était c'est horrible, c'est terrible, mais finalement c'est pas surprenant. Et je me suis demandé si on était condamné à ça. Ce que je vous dis là, je suis allé le dire, on m'a demandé de parler à l'enterrement, et donc je l'ai dit. Et ça a suscité pas mal de réactions après, de gens qui m'ont dit mais en fait c'est important de le dire ça, et tu voudrais pas l'écrire, et ainsi de suite. Et c'est là que je me suis dit que j'allais écrire un livre. Et je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était de confronter mon trauma au trauma de la société. Parce que je crois que c'est ça qui est très particulier pour les victimes du 13 novembre, c'est que nous on se bat pour aller mieux, et que quand on parle du 13 novembre à des gens, ils sont encore très affectés. Arthur sort son livre « Vivre après le Bataclan » en octobre 2025. Après le procès, il décide avec les autres victimes de dissoudre l'association Life for Paris le 13 novembre 2025 pour les 10 ans des attentats. Il y a une manière terre à terre de le présenter, qui est de dire on a fait tout ce qu'on avait à faire dans nos statuts. Ou plutôt on a compris à la fin du procès qu'on aurait tout fini aux 10 ans parce qu'on inaugurerait un jardin mémorial derrière la mairie de Paris. Et donc toute la liste de choses, aider les gens à se retrouver, aider à la mémoire, aider à la justice, on l'avait fait. Ça c'est la première version. La deuxième version, c'est qu'on sentait qu'on était un peu arrivé au bout du chemin. Il y a d'ailleurs des adhérents qui nous ont gentiment écrit en nous disant merci pour tout. Maintenant j'ai plus trop besoin de Life for Paris. Et en fait, ça vous touche un peu quand vous êtes président d'asso et qu'on vous dit ça, et puis en fait vous dites mais bien sûr. L'idée c'était pas de s'enfermer. L'idée c'était quand même de trouver un chemin pour aller mieux, et aller mieux, le truc ultime c'est de pouvoir dire j'ai été victime, pas je suis victime. Et ça, c'est un peu contradictoire avec le fait d'avoir une asso de victimes. Et donc on en a parlé avec les administrateurs, puis on en a parlé avec nos adhérents en disant en fait, si on est allé au bout de ce chemin-là,
L'étape suivante, c'est d'enlever le bouclier qu'on s'était créé nous-mêmes et qui nous protégeait de la société, qui nous faisait parler aux institutions, pour pouvoir dire j'ai été victime et je ne le suis plus. Barbara Gouy, comment Arthur Desnouveau vit-il les 10 ans des attentats ? Il me disait que pour lui, c'est aussi l'occasion de faire un bilan personnel. En fait, il ne se sent plus vraiment comme une victime parce qu'il n'en a plus les symptômes. C'est une partie de lui qui est passée. Il se sent quand même assez à l'aise pour parler dans les écoles, etc. Mais dans sa vie personnelle, il sait que ça a été un bouleversement, mais il veut vraiment tourner la page aujourd'hui. Par contre, pour lui, les 10 ans, c'est un peu la dernière occasion de lancer une réflexion autour de ces attentats. Et il veut que les Français arrivent à commémorer tous ensemble. On a parlé de sa première fille, Céleste. Arthur Desnouveau a depuis eu 2 autres filles, Diane et Colombe. Est-ce qu'il se pose la question de comment leur parler des attentats ? Oui, il me disait qu'il se pose beaucoup de questions autour de ça. Il voit ses filles grandir et Céleste, la plus grande, a 6 ans. Et il veut trouver les bons mots pour lui expliquer. Il me disait que des parents d'élèves le voient à la télévision. Donc au bout d'un moment, sa fille va en entendre parler par l'intermédiaire de ses camarades. Et quand elle aura pris conscience de ce qu'il s'est passé, comme c'est la plus grande, ce sera sûrement plus fluide pour en parler à ses 2 autres filles. Il y a un point quand même sur lequel il a insisté. Il a peur qu'en écoutant cette histoire, ses filles retiennent seulement que leur papa n'est pas invincible et il ne veut accorder aucune victoire aux terroristes. Merci à Arthur Desnouveau et à Barbara Gouy qui lui a tendu le micro. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, réalisation Pierre Chaffanjon. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story, chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par la journaliste Claudia Prolongeau, avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.